Bonjour à toutes et tous, un petit mot avant l'épisode d'aujourd'hui, avant tout pour signaler qu'il a été enregistré il y a plus de 2 semaines et que donc évidemment il n'est pas tout à fait à jour sur les derniers développements de la politique étrangère trumpienne, notamment le discours de la semaine dernière du vice-président J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich, qui sera, je crois, un jalon important pour comprendre cette politique, dont on aura évidemment l'occasion de reparler dans le podcast, mais bon, de toute façon, c'est assez illusoire de chercher à suivre leur rythme effréné en ce moment, à moins de faire les émissions en direct. Et puis surtout, il me semble que ça s'intègre totalement dans les grandes caractéristiques du populisme, dans les relations internationales dont on parle dans l'épisode, notamment ce nous contre eux permanent qui vient de la posture en politique intérieure, mais aussi la victimisation, la volonté de faire systématiquement l'exact inverse de l'administration précédente et de purger le personnel diplomatique, qui sont autant de traits des populistes qu'on retrouve chez les prédécesseurs de Donald Trump et qu'on détaille dans l'épisode. Donc en fait voilà, c'est aussi un peu le propos du podcast que de se concentrer sur les grands courants de fond plus que sur l'écume des vagues, et il me semble que ça marche assez bien en l'occurrence. Par ailleurs, vous allez l'entendre, mais c'est un épisode qui était enregistré depuis Bruxelles, depuis le colloque du Rubicon à Bruxelles, et donc c'était pas dans le studio habituel, donc il y a quelques petits défauts sonores, notamment un léger écho en général, et quelques bruits parasites par moment. Je m'en excuse, c'est un peu énervant, mais heureusement, il me semble que ça n'empêche pas du tout de comprendre ce qui est dit. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler des dirigeants populistes et des politiques internationales qui les caractérisent, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui David Cadier, chercheur sécurité européenne à l'IRSEM, qui est en effet l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, enseignant au Collège de l'Europe de Bruges et à Sciences Po Paris, spécialiste notamment des politiques étrangères des pays européens, mais vous vous intéressez en particulier en ce moment aux divers mouvements populistes et à l'influence de cette caractéristique sur la politique étrangère, thème sur lequel vous allez prochainement publier un ouvrage. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur. Bonjour. Et je vais préciser qu'on enregistre cet épisode depuis le colloque annuel du Rubicon, qui se déroule cette année à Bruxelles. Les auditeurs se souviendront peut-être que l'an dernier c'était Ottawa, ce qui était tout aussi pittoresque, mais vaguement plus rugueux en termes de climat pour un événement au cœur de l'hiver, où on avait enregistré notamment des épisodes sur le Yémen, mais aussi sur les ingérences étrangères. Et on est donc à ce colloque, qui est en réalité un symposium, ce qui est donc pas la même chose, j'imagine, j'en déduis ça, consacré aux relations transatlantiques dans les locaux de l'IRSEM Europe, qui est une branche de l'IRSEM installée ici pour être au contact du milieu stratégique bruxellois, ce qui est en soi tout à fait intéressant. Et je remercie au passage Philippe Perchoc, le directeur de l'IRSEM Europe, de nous avoir mis un local à disposition pour enregistrer cette émission. Et vous participiez à une table ronde à cette occasion, et je me suis dit que c'était une belle occasion d'enregistrer un épisode sur ce thème de recherche qui est le vôtre. Alors c'est évidemment lié au second mandat de Donald Trump, qui est l'ombre qui plane sur tout le thème de cet événement, sur toutes les relations transatlantiques, même si vous n'êtes pas spécialiste des États-Unis, mais justement, c'est un peu ça qui m'intéresse. Évidemment, on commente un peu tout le temps en ce moment, et j'imagine que ça va continuer le Trumpisme en relations internationales, mais j'avais envie de prendre un peu de champ et de le caractériser en le comparant à d'autres mouvements et dirigeants comparables, pour prendre la mesure de ce qui lui est propre, de ce qui lui est original, et, dans la mesure du possible, de quoi en attendre. Alors, pour ça, il faut évidemment commencer par cette catégorie de populisme qui est évidemment critiquable et qui est très critiquée. Alors, plein de gens diront que ça veut rien dire, ça mélange gauche-droite, etc. Mais j'ai appris en vous lisant qu'il y avait un mot en sciences politiques pour décrire et assumer ça. Vous appelez ça, vous autres politistes, très poétiquement, une idéologie mince. Alors, effectivement, on ne peut pas parler du populisme sans parler de définition. Et une des conceptualisations du populisme comprend le populisme comme une idéologie mince, en opposant aux idéologies un peu plus épaisses, telles le socialisme, le libéralisme et ainsi de suite. Mais je pense effectivement que la question du populisme, en fait, de l'utilité de la notion, peut poser question, et on peut peut-être commencer par ça, dans le sens où la surutilisation du terme, son dévoiement, surtout le fait que la notion de populisme... C'est une insulte, globalement. Voilà, c'est exactement mon second point, le fait que ça soit utilisé de manière péjorative pour stigmatiser ou délégitimer des acteurs politiques,
qui d'ailleurs eux-mêmes s'en réclament rarement de ce label, peut en fait mettre en question sa valeur scientifique. Vous avez également mentionné la diversité des populismes. Populisme de la droite radicale, évidemment Donald Trump, Viktor Orban en Hongrie, Narendra Modi en Inde. Populisme de l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon en France, le parti Syriza en Grèce, Hugo Chavez au Venezuela, mais ça se complique aussi avec des populistes sans idéologie claire. Le mouvement 5 étoiles en Italie, des populistes entrepreneuriaux comme Andrzej Babiš en République tchèque. Malgré tout, il me semble qu'on peut étudier de manière rigoureuse ce phénomène à condition de le réduire à sa portion analytique congrue. C'est-à-dire déjà, il faut le séparer de tous les autres ismes avec lesquels parfois il se manifeste. Le populisme n'est pas l'euroscepticisme, n'est pas le nationalisme, n'est pas l'illibéralisme, même si, ou le conservatisme. Même il cohabite ponctuellement dans des populistes, des programmes populistes, mais c'est pas consubstantiel non plus parce qu'on peut certains populistes, avec donc des gros guillemets, peuvent s'en passer. Absolument. En fait, c'est un des traits des leaders et des acteurs populistes, mais c'est pas forcément cela qui définit le populisme, parce que les acteurs populistes ne sont jamais seulement populistes. Et justement, l'autre façon d'approcher ce thème de manière un peu rigoureuse, c'est de s'appuyer sur les travaux en sciences politiques, en politique comparée, en théorie politique, qui ont cherché à réduire le populisme à sa portion analytique congrue. Et vous avez mentionné une de ces approches, l'approche de l'idéologie fine. D'autres parlent du populisme comme d'une stratégie, comme d'un style, comme d'un discours. Et on peut détailler, si vous le souhaitez, ces différentes approches. Essayons quand même de trouver les points communs, effectivement. Et les points communs, parce que c'est central à vos analyses, c'est notamment l'idée qu'il y a une frontière. Dans le populisme, il y a toujours une frontière. Alors on pourrait dire que toute politique est la définition de la frontière, mais là, quand même particulière, eux contre nous, le peuple contre les élites, les dominants contre ce qu'on appellerait les underdogs en anglais, c'est-à-dire les challengers, les laissés pour compte. Les laissés pour compte, voilà. Et voilà, il y a cette frontière-là, et alors ça c'est une définition d'Ernesto Laclau, qui est un politiste sud-américain du XXe siècle, disons pour l'essentiel, mais il y a ça, et qui est connecté avec des exigences sociales et politiques, et que c'est l'idée que c'est à cause de cette division entre eux et nous, les dominants et le peuple, que ces revendications légitimes ne sont pas satisfaites, quoi. Absolument. Laclau montre bien que le populisme, ce n'est pas être quelque chose, c'est ne pas être quelque chose. Et donc c'est une manière de voir, une manière de faire de la politique qui approche la politique comme étant fondamentalement structurée par une opposition entre un peuple pur et une élite corrompue. Et sur la base de cette distinction, différentes catégories vont être attribuées au peuple et aux élites et vont influencer les visions politiques. Mais il y a un petit peu un débat, et moi je vous avoue que je suis plutôt de ceux qui considèrent que le populisme est une pratique plus qu'une idéologie. Donc je suis plutôt effectivement dans le camp d'Ernesto Laclau, dans le sens où selon moi les populismes n'est pas quelque chose que les populistes sont, mais c'est quelque chose que les populistes font. Et c'est toute une série de pratiques discursives, une façon de parler, parfois une façon de se mouvoir, de s'habiller, une façon de se rapporter à sa base électorale et surtout une façon de se rapporter à ses opposants. Et on revient là où nous contre eux, où construire l'identité du peuple, construire l'identité du nous, se fait en opposition aux adversaires politiques, à l'establishment, au gouvernement précédent et parfois des pays étrangers. Ouais, avec on va le suivre tout au long de la conversation, on va sentir qu'on parle de Trump en filigrane, même quand on n'en parle pas, mais ce qui n'est pas anormal, c'est aussi parce que la définition du populisme contemporaine et opérante d'aujourd'hui est en grande partie basée sur lui, enfin c'est aussi de lui qu'on sert pour conceptualiser la chose, mais il y a, en tout cas en termes de ressorts, on va peut-être commencer par citer quelques auteurs, donc on a cité Ernesto Laclau, il y a Benjamin Moffitt notamment, qui identifie notamment un truc qui est très important et qui est très important chez Trump en particulier, c'est l'incarnation. Il y a un truc entre un public et une incarnation, un politicien qui incarne le peuple. Alors c'est très vrai chez Trump, avec tous les paradoxes infinis que ça pose, c'est vrai aussi chez Modi, mais en tout cas il y a ce truc de le politicien populiste et le peuple tout entier, ou en tout cas il essaye de rassembler le peuple tout entier derrière son corps et son image en tout cas. Absolument. Le populisme, c'est la représentation par l'incarnation. Il y a un autre livre intéressant d'Ali Orbinati qui s'appelle « Le peuple, c'est moi » pour définir le populisme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la stratégie populiste est plébiscitaire, c'est-à-dire qu'elle cherche à dériver sa légitimité de la plénitude, du nombre maximal de soutiens. Pour cela,
le populisme reste un petit peu vague sur le programme et cherche plutôt à rassembler autour de l'aura personnelle du leader. Et justement, le leader est là pour incarner, pour même guider le peuple qui est une masse trop amorphe, trop hétérogène pour en fait tracer son propre chemin. Donc il y a une incarnation de stratégie politique. Mais il y a également une incarnation dans l'audience représentée. C'est-à-dire, c'est ce qu'explique Benjamin Moffitt, le populisme, c'est rendre présent le peuple en politique. Et donc ça veut dire parfois adopter en politique les codes qui sont perçus comme étant du peuple. Parfois, c'est son phrasé, son langage. Si on fait référence à un autre dirigeant populiste, peut-être moins souvent cité, mais dont le langage est particulièrement fleuri, on peut penser à Duterte aux Philippines, qui a émis des hypothèses sur les métiers respectifs des maires de Barack Obama et du pape, ou même qui pose dans ses conférences de presse parfois avec des fusils d'assaut. Donc il y a une volonté en fait de casser les codes, d'incarner le peuple, de le rendre présent, puisque le peuple est à la fois l'audience à laquelle le populiste parle, mais c'est effectivement le groupe que le populiste incarne. Et là où c'est très intéressant, c'est que ça se caractérise par une autre caractéristique qui est très opérant pour les relations internationales notamment, c'est les mauvaises manières. Ils sont toujours très mal polis et ils le font exprès puisqu'ils incarnent le peuple qui est donc en opposition à ses dominants, mais donc puisque le peuple est en eux, etc., du coup ils se comportent extrêmement mal, ils sont mal polis, ils s'attachent beaucoup à casser les codes et à perturber les gens qui sont en face d'eux, et Trump est évidemment une incarnation parfaite de ça, mais et ça se voit à chaque fois qu'on raconte comment un sommet s'est passé, il y a un truc de malpolitesse absolument consubstantiel, mais qui n'est donc pas un hasard. C'est complètement intégrant à la pratique populiste du pouvoir en relation en général et en relation internationale. Absolument. Il bouscule les codes de la diplomatie au sens propre comme au sens figuré. Vous vous souvenez peut-être d'un sommet de l'OTAN en 2018 où Trump a vraiment bousculé au sens propre le Premier ministre du Monténégro pour pouvoir être au premier rang de la photo. Et parce que, comme on le disait tout à l'heure, le populisme se définit dans l'opposition. Et donc le style populiste se définit dans l'opposition du style des élites, qui est perçu comme technocratique, froid, compassé, sophistiqué. Le style populiste, par opposé, va vouloir être fleuri, tapageur, et donc c'est renverser la table. Mais c'est vrai que renverser la table de la diplomatie, c'est presque un oxymore. Si on veut rentrer dans la formule un petit peu facile, on pourrait évoquer l'idée que le diplomate ne dit pas ce qu'il pense et le populiste ne pense pas ce qu'il dit. Par définition, la diplomatie, c'est ne pas représenter ses émotions. Vous connaissez peut-être la définition du général Lannes de Talleyrand, qui soulignait que si on donnait un coup de pied dans le derrière de Talleyrand, son visage n'en laisserait rien paraître. Le populisme, c'est plutôt l'hyperbole. La diplomatie, c'est plutôt l'euphémisme. Et donc, il y a tout un ensemble de travaux, justement, et de réflexions sur la façon dont les populistes cassent les codes de la diplomatie, dans la pratique, mais aussi dans les institutions, puisque les populistes, en général, aussi cherchent à mettre de côté les diplomates de carrière, qui sont en fait les gardiens du temple de ces pratiques diplomatiques. Et c'est vrai qu'on pourrait multiplier à l'envi les exemples de diplomatie peu diplomatique, où des dirigeants populistes, des ministres, n'hésitent pas à insulter d'autres ministres ou d'autres nations. Si je pense par exemple également à la Pologne, le ministre de la justice du précédent gouvernement populiste n'a pas hésité à suggérer que les Allemands avaient la collaboration dans les gènes, et on pourrait encore une fois multiplier à l'envi les exemples assez croustillants d'incartade d'un populiste en diplomatie. Mais là où c'est très intéressant, c'est que évidemment que ça marche pas en politique internationale. Et ça, c'est le sens d'un certain nombre de vos travaux, mais c'était évidemment que quand on veut avoir... Alors, on pourra discuter évidemment de Trump, mais d'une manière générale, c'est pas les mauvaises manières qui le font obtenir des choses, c'est le poids des États-Unis qui est derrière. Mais quand on veut obtenir quelque chose de quelqu'un, l'insulter, ça ne marche pas. Mais c'est là que c'est intéressant, et ça vous avez travaillé, c'est que c'est pas fait pour obtenir des choses. C'est fait pour faire de la politique, et c'est fait pour se représenter auprès de son corps politique comme quelqu'un qui bouscule les choses. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'il faut arrêter de penser ces choses-là comme une pratique de relations internationales. Enfin, c'est une pratique d'image, de politique qui trouve parfois les relations internationales comme théâtre pour s'exprimer, mais ça n'a aucune finalité diplomatique.
Absolument. La priorité des populistes, c'est la politique intérieure. Et donc la politique étrangère est mise au service des objectifs et stratégies de politique intérieure, et on devient parfois au mieux le parent pauvre, au pire la victime collatérale. C'est-à-dire qu'il y a cette métaphore célèbre en relations internationales de Robert Putnam qui explique que les décideurs de politique étrangère jouent constamment sur deux tables. Une table domestique où il faut négocier avec les partis politiques, avec les syndicats et ainsi de suite, pour faire adopter par exemple un traité, et une table internationale où on négocie avec les autres États sur le contenu de ce traité. Et en fait, les populistes misent tout sur la table de politique intérieure et sont prêts à renverser la table de politique internationale, puisque ils sont souvent en fait assez peu intéressés par les affaires étrangères. Pas mal de partis populistes, je pense par exemple à ANO en République tchèque ou le mouvement 5 étoiles en Italie, quand ils sont entrés au Parlement, n'avaient pas de section dédiée à la politique internationale dans leur programme. Et au-delà de ça, la base politique du populisme étant en fait assez fébrile, puisqu'ils doivent constamment mobiliser leur base, non pas autour d'idées claires, mais autour de l'aura personnelle du leader, sans que ça soit institutionnalisé, ce qui fait qu'en fait, la gouvernance populiste, c'est la campagne permanente. Et donc, la politique étrangère est mise au service de cette campagne permanente. En fait, la politique étrangère est utilisée comme la continuation de la politique intérieure par d'autres moyens. Et c'est ce que on fait pas mal de populistes, et c'est à mon avis ce que va faire Trump dans une large mesure. C'est en tout cas ce qu'il a fait lors de son premier mandat. Alors justement, parlons-en. Donc là, on est sur des trucs un peu théoriques, mais on va les caractériser. Voilà. Et alors, on peut dire donc de qui on parle. Alors vous en avez déjà cité. En Italie, il y a le mouvement 5 étoiles à partir de 2018. En Hongrie, c'est le mouvement Fidesz de Viktor Orban depuis 2010. En Grèce, on peut caractériser comme ça Syriza à partir de 2015, même s'il y a eu des inflexions après. L'Autriche, et puis aussi et surtout le parti Droit et Justice en Pologne, de 2015 à 2023, sur lequel vous avez particulièrement travaillé. Et peut-être commençons par ce qui se passe, et c'est ça qui est quand ils arrivent au pouvoir. Et quand ils arrivent au pouvoir, il y a un premier truc qui est frappant, et qui est en train de se passer exactement, enfin, qui s'est passé dès les premiers jours de Trump. Je précisais qu'on enregistre ça fin janvier, donc il y aura peut-être déclenché 3 guerres d'ici la diffusion, mais en tout cas, pour l'instant, c'est ça qui s'est passé. C'est nettoyer les structures administratives. Et parce que, notamment vous le citiez, mais je crois que c'est notamment Christian Lequesne qui a travaillé là-dessus, il y a un conflit structurel avec les diplomates. Parce que ils font pas ils peuvent traiter des mêmes sujets, mais pas de la même manière. Et du coup, les populistes, en général, ne peuvent pas blairer les diplomates de carrière. Et du coup, ils les vident autant qu'ils peuvent, dans la limite de ce qui est légal ou pas, de ce qui est une pratique administrative dans le pays. Mais ils les virent autant que possible quand ils arrivent au pouvoir. Absolument, pour 3 raisons. D'abord, il y a effectivement un biais idéologique contre le diplomate qui est en fait perçu comme une incarnation des élites contre lesquelles les populistes ont été élus. Mais de manière plus structurelle, il y a cette politisation de la politique étrangère. C'est-à-dire, encore une fois, un des avatars du populisme au pouvoir, c'est de mettre au service la politique étrangère de la politique intérieure. Et ça veut dire utiliser la politique étrangère pour essayer de représenter ses adversaires politiques comme étant des traîtres ou des incompétents. Et donc, si les adversaires politiques sont des traîtres ou des incompétents, on va aller leur faire la guerre, on va aller les pourchasser dans les structures de décision de politique étrangère. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé en Pologne, c'est que pour écarter les diplomates ou les conseillers qui étaient perçus comme étant proches du parti de la plateforme civique, c'est-à-dire le centre droit non populiste qui était au pouvoir précédemment, le parti Droit et Justice a publié une liste de 66 diplomates qui étaient accusés d'avoir collaboré avec la police communiste à l'époque. Mais la troisième raison aussi, c'est qu'on revient à cette histoire de style de gouvernance. Les populistes ont peu le goût pour les processus de prise de décision longs et complexes. Donald Trump en est évidemment l'exemple caractéristique, et vont essayer en fait de nommer des conseillers qui ne sont pas forcément du cru, des conseillers plutôt hors sol. Et donc nommer des conseillers hors sol, ça veut dire aussi restructurer les ministères des Affaires étrangères. Donc en Pologne, par exemple, la fonction d'ambassadeur a été dévaluée. Les concours d'entrée ont été modifiés pour en fait pouvoir placer des alliés politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut préciser que ça diffère vastement selon les pays. Par exemple, il est assez admis qu'aux États-Unis,
Bon, les ambassadeurs pour tout un tas de gros pays, c'est plutôt des gros donateurs du président qui vient de gagner. En France, pas du tout. Enfin, même si on peut admettre qu'il faut une relative convergence politique, ou au moins une familiarité, ou bien s'entendre avec le pouvoir exécutif en place. C'est pas admis qu'on place ses copains dans des postes diplomatiques importants. Il y a plein d'autres pays où c'est pas admis. Il y a plein d'autres pays où ça peut être diversement accepté. Mais en tout cas, ça varie quand même. Mais les populistes ont quand même toujours tendance à tirer ce truc-là vers nommer le plus de personnes possible hors du sérail, en quelque sorte. Absolument. C'est vrai qu'il y a des questions de culture diplomatique, de structure politique qui modulent en fait ces actions populistes. Mais on constate quand même à travers les cas. C'est-à-dire que c'est ce qu'a fait Erdogan en Turquie, de reprendre en main le ministère des Affaires étrangères. C'est ce qu'a fait Viktor Orban en Hongrie. C'est ce qu'a fait Bolsonaro au Brésil. C'est ce qu'ont fait le Parti droit et justice, comme je le disais, en Pologne, avec à chaque fois l'idée de mettre au pas les ministères, notamment en fait pour ramener plutôt la décision dans les mains du leader populiste qui incarne, puisque les populistes ne veulent pas d'intermédiaire. Ce qui est intéressant, c'est que l'équipe Trump a essayé lors de son premier mandat. Rex Tillerson avait un peu modifié le département d'État, avait mis tout le pouvoir au sein de son policy planning, de son centre de prospective. C'est Brian Hook qui était un petit peu qui menait la danse au département d'État. Il avait aussi embauché une compagnie privée de conseil pour essayer de réformer un petit peu le département d'État. Ce qui n'avait pas marché, il y avait une résistance du Congrès, des diplomates américains qui s'étaient organisés, et donc ils étaient retombés sur des mesures à la marge de diminution de budget, de rallonger le temps passé dans les consulats. Et aussi, je crois qu'ils avaient modifié les accès aux médias pour privilégier les accès à Breitbart. Mais ce point... Breitbart, qui était donc le média d'extrême droite de Steve Bannon, soutien de Donald Trump. Voilà, absolument. Donc moins de CNN, plus de Breitbart. Voilà, c'était un petit peu le slogan à l'époque. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, il faut quand même apporter deux nuances. C'est que certaines des pratiques populistes ne sont pas simplement l'apanage des populistes. C'est-à-dire que, vous l'avez mentionné, aux États-Unis, c'est assez commun, en fait, d'avoir des ambassadeurs qui sont nommés en fonction de leur don de campagne. Au-delà de ça, il y a un système qui fait que chaque administration qui arrive au pouvoir doit nommer 4500 personnes à des postes clés. D'ailleurs, aux États-Unis, voilà. De façon intéressante, pendant le premier mandat de Trump, il n'était pas du tout prêt il n'avait pas les personnes disponibles et ces nominations ont pris beaucoup de temps. Trump 2, ils sont beaucoup plus préparés, ils ont été beaucoup plus rapides dans ces nominations. Je referme la parenthèse. Mais tout ça pour dire que... Mais aussi pour dire, parce que là on a l'impression, on a l'air de réprouver, sans doute qu'on le fait un peu, mais ça se défend aussi. Dans une certaine mesure, on peut dire que c'est le pouvoir politique, le pouvoir exécutif légitimé par le vote des citoyens qui est décisionnaire en politique internationale. Il y a un argument pour dire que ils ont pas, il y a un argument disons anti-technocratique qui peut s'entendre de dire c'est le peuple qui a choisi cette personne-là a le droit de choisir qui elle veut, quoi. Oui, absolument. De toute façon, ces analyses ne sont pas forcément pour dire ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est plutôt voir ce qui est spécifique au populisme. Et effectivement, c'est plutôt la primeur accordée à la loyauté politique qu'à la compétence dans ces nominations. Mais comme vous le dites, c'est d'une certaine façon un résultat du jeu démocratique. Mais aussi, ce que je soulignais, c'est que certaines choses que font les populistes et non populistes le font également. C'est-à-dire que politiser la politique étrangère, d'autres acteurs non populistes le font. C'est simplement que le populisme comme pratique amène à une tendance de le faire davantage. Et disons que je vois toujours l'effet du populisme comme une plus grande propension à faire quelque chose. Mais deuxième nuance, tous les populistes n'ont pas en fait investi les ministères de la même façon. Le cas du mouvement 5 étoiles est assez intéressant puisque quand Luigi Di Maio, un des leaders de ces mouvements, est devenu ministre des Affaires étrangères, ce que j'ai entendu des diplomates italiens, c'est qu'en fait, il l'adorait comme ministre. Pourquoi ? Parce qu'il était arrivé sans idée sur la politique étrangère et donc il était tout à fait ouvert à prendre les idées des experts internes du ministère, de ses conseillers, et donc les diplomates ont trouvé ça fantastique. A contrario, dans le cas polonais, ce qui est intéressant, c'est que le ministre des Affaires étrangères, qui était Witold Waszczykowski,
ne faisait pas confiance à l'expertise interne au ministère, a amené ses propres conseillers. Et quand on voit la sociologie des conseillers, ce qui est intéressant, c'est que c'est des personnes hors sol, mais c'est pas forcément des anti-intellectuels. En l'occurrence, c'était souvent des professeurs de relations internationales. Alors, je sais pas ce que ça veut dire sur ma catégorie socio-professionnelle, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on voit que le populisme n'est pas forcément anti-intellectuel. C'était simplement quelque chose qui n'est pas formaté par le système, par le cadre, et donc qui apportait des idées alors peut-être plus originales, parfois moins opérationnelles, mais chacun pourra en juger. Mais par ailleurs, il y a quand même cette constante que vous avez indiquée, c'est puisqu'ils peuvent pas blairer les diplomates, ils les virent, en tout cas ils les éloignent autant que possible, et du coup il y a une centralisation de la décision en politique internationale, en affaires stratégiques d'une manière générale. On a moins les experts qui viennent de, appelons ça l'état profond pour reprendre les éléments de langage trumpien, puisque c'est de ça qu'on parle, mais en tout cas il y a peu de conseillers autour du président qui prend la plupart des décisions, et du coup des décisions tendanciellement plus radicales aussi, puisque les diplomates, après tout, c'est un peu leur métier que de réussir à aplanir les angles et à nuancer, etc. Voilà. Bon, ceux-là disparaissent un peu, en tout cas ils s'éloignent du tableau, du coup en reste un groupe restreint et un groupe qui prend des décisions un peu plus franches quand même. Absolument. Le rôle des conseillers est effectivement de filtrer l'information que reçoivent les décideurs de politique étrangère. C'est aussi de contrecarrer les biais cognitifs ou psychologiques que peuvent avoir les décideurs. Encore une fois, Donald Trump... C'est un sacré boulot quand même. Voilà, non mais Donald Trump, c'est vrai qu'il y a des études qui s'appellent la psychobiographie qui peuvent aller réfléchir sur la façon dont son histoire personnelle a façonné sa psychobiographie, et on sait qu'il a quand même certains biais, qu'il a installé un verrou dans son bureau dans son premier mandat pour pouvoir regarder la télé tranquille, qu'il avait tendance à justement écouter les conseils du dernier conseiller qui parlait. Et donc, il y avait un jeu entre ces conseillers pour parler en dernier, pour s'assurer que ces idées passent. Mais justement, cette composante, en fait, de ce choix des conseillers fait qu'il y a moins de gardiens du temple, il y a moins de filtres, et il y a plus de gaffes diplomatiques. Il y a plus et donc de résultats qui sont peut-être contre-intuitifs quand on pense et quand on connaît la politique étrangère d'un pays. Je vous donne un exemple. En Pologne, le ministre de la Défense d'alors, Antoni Macierewicz, s'est retrouvé à se faire le relais de la propagande russe. Alors que quand on connaît la position de la Pologne sur la Russie, c'est assez surprenant. Qu'est-ce qui s'est passé ? À l'époque, en 2016, il y avait eu une affaire de vente d'hélicoptères Caracal à la Pologne de la part d'Airbus qui avait capoté, ce qui avait donné à des incidents diplomatiques entre la France et la Pologne, et où justement le gouvernement populiste, dans son style peu diplomatique, avait par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères suggéré que si les Français étaient agacés, c'est parce que, je cite, les Polonais leur avaient appris à manger avec une fourchette, faisant par là référence à une sombre anecdote d'une princesse polonaise de la cour d'un roi de France. Bref, je m'égare un petit peu. Non, mais c'est vraiment un truc de contrat passé par le gouvernement d'ailleurs de Donald Tusk, qui est conclu. Les populistes, le droit et justice arrivent, décident de prendre des hélicoptères américains et ils rompent le contrat de manière extrêmement unilatérale et extrêmement grossière, et on s'en souvient bien chez Airbus encore, quoi. Voilà, et absolument. Et pourquoi ? Notamment parce que tel que le contrat a été formaté, ça ne crée pas d'emploi dans les régions polonaises qui votaient populistes. Mais donc, conflit diplomatique entre la France et la Pologne. Et là, le ministre des Affaires de la Défense polonais fait une sortie au Parlement, dans une session du Parlement polonais, en disant oui, mais les Français n'honorent pas leur contrat non plus. D'ailleurs, ils ont revendu les bateaux Mistral à l'Égypte pour $1. Je vous laisse peut-être expliquer ce qu'était ce contrat Mistral. Non, mais c'est juste, on a vendu 2 modèles Mistral à la Russie, et puis à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Non, d'ailleurs, je pense que c'était l'annexion de la Crimée. Ouais. François Hollande a décidé de ne pas leur vendre. Du coup, la Marine nationale n'avait pas particulièrement l'emploi de ces 2 Mistral de plus. Et du coup, on les a revendus à l'Égypte. Je ne suis pas sûr que ce soit pour €1. Oui, non, c'était plutôt, je crois que c'est plutôt dans les 1 million, quelque chose comme ça. Et donc, d'où la surprise de cette information du ministre en fonction au Parlement qui suggère que la France a vendu ses bateaux pour $1.
Et ce qui est intéressant, c'est que des journalistes d'investigation polonais ont essayé de comprendre mais d'où vient cette information du ministre. Et en fait, ils ont remonté cette information à des sites de propagande pro-russe, c'est lié au ministère de la Défense russe. Et donc, on a un cas d'un... On a été un peu... Voilà, 950 millions d'euros quand même. C'est pas... pardon, c'était plutôt un milliard. Ouais, ça va quand même comme prix. Voilà, c'est donc pas, un dollar, ça aurait été une affaire, absolument. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que parce que le rapport à l'information des populistes est spécifique, l'absence de conseillers fait qu'il n'y a pas de vérification de ce type d'information. Et donc, on se retrouve avec un ministre de la Défense qui, encore une fois, fait le jeu à son insu de la propagande russe. Est-ce que vous voulez un autre exemple de gaffe diplomatique de ce gouvernement polonais qui a suscité pas mal de réactions en Pologne? Plus rapidement, la Pologne faisait une campagne à l'ONU pour avoir un siège au Conseil de sécurité, et le ministre des Affaires étrangères faisait tout. Courage. Prenez un ticket parce qu'il y en a un paquet qui est mort. Voilà. Et donc avait eu pas mal de discussions à New York, et il était interrogé par la presse polonaise qui lui demande: alors, vous avez eu pas mal de discussions? Et il dit oui, j'ai parlé à beaucoup de pays, et ici tout un nombre de pays, notamment, il dit, je me suis notamment entretenu avec les représentants de San Escobar, qui est en fait un pays qui n'existe pas, qu'il a inventé sur le moment, mais qui a conduit pas mal de personnes en Pologne de se gausser de cette création de pays. Et donc maintenant, si vous regardez, il y a une page Wikipédia San Escobar et des agences de voyage polonaises qui proposent des voyages à San Escobar. Et donc voilà, encore une fois, cette illustration de, bon, ça peut être un ministre qui est fatigué, c'est quand même pas des jobs qui sont faciles en termes de concentration, mais encore une fois, rapport aux conseillers, rapport à l'information favorise les gaffes diplomatiques chez les populistes. Ouais, et puis ça c'est un truc qui est très structurel chez Donald Trump, il raconte n'importe quoi, et puis après il dit qu'il déconne. Et il est tellement passé dans la troisième dimension, en quelque sorte, sur ces trucs-là, que maintenant plus personne ne l'emmerde avec ça, mais c'est le fruit d'un long travail et d'une certaine endurance par rapport aux moqueries que de réussir à être en quelque sorte immunisé contre tout ça au bout d'un moment. Oui, vous vous souvenez des rires qu'il a essuyés à l'ensemble. Il a commencé un discours à l'Assemblée générale de l'ONU, Donald Trump, en disant qu'il avait fait des choses magnifiques, et tous les représentants se sont mis à rire. Il était un peu étonné, puis effectivement il s'habitue, ça n'a pas l'air de trop le déranger. Et juste une question, donc ils éloignent les diplomates. Qu'est-ce qu'on peut dire, alors je sais que c'est pas le centre de votre travail, de leur relation avec les militaires, c'est-à-dire est-ce qu'elle la compense, c'est-à-dire est-ce que c'est courant chez les populistes qu'ils disent on en a marre de ces diplomates en costard, etc., ramenez-moi des militaires qui défendent la patrie? Est-ce que là, on a un cas avec Donald Trump où on peut pas dire que ce soit les militaires, enfin tout le monde se fait purger, donc c'est plus simple. Mais est-ce que disons il y a quand même des grands traits sur les populistes qui joueraient les militaires contre les diplomates, ou pas particulièrement? Non, pas forcément. Alors effectivement, il y a pas mal d'idiosyncrasies. Dans le cas de Trump, ce qui est intéressant, c'est que lors du premier mandat, il s'est beaucoup entouré de généraux. Au contraire, il s'est rassuré d'avoir des militaires autour de lui pour prendre les décisions. Cette fois, il semble préférer les milliardaires. C'est presque le même mot, mais pas exactement les mêmes fonctions. Ce qu'il faut voir, c'est que en revanche, en Turquie, par exemple, Erdogan a, un peu selon les modèles du traitement des ministères des Affaires étrangères, a souhaité vraiment plutôt purger, mettre au pas, prendre en main ces institutions. Je sais qu'au Pentagone, en ce moment, les gens sont aussi très inquiets des purges à venir. Donc, il n'y a pas pour l'instant de résultats empiriques probants sur le fait qu'il y ait une faveur spécifique des populistes à l'égard des militaires. Alors là, on a en quelque sorte le premier move, qui est un move de nettoyage, ou en tout cas d'éloignement des diplomates, ou en tout cas des professionnels de la profession des affaires internationales et stratégiques. Ensuite, si on essaie de caractériser de manière peut-être un peu plus substantielle, pour essayer de se demander ce qu'ils font ou ce qu'ils vont faire, il y a clairement une politisation. Donc clairement, là où il y avait un consensus sur des sujets de politique internationale en général, il disparaît. Mais là où c'est intéressant, c'est que ce que vous montrez, c'est que c'est pas, ça peut être diversement substantiel. En tout cas, il y a un truc qui est, ils veulent juste faire l'inverse des prédécesseurs. Ça peut ensuite prendre des formes variées, être plus ou moins superficiel ou plus ou moins structurant, mais en gros, tout ce qu'ils veulent faire, c'est se démarquer et faire exactement l'inverse du prédécesseur ONI, puisque représentant de l'establishment, etc., etc. Absolument, parce que
le populisme a une logique de différenciation, c'est ne pas être quelque chose. Les préférences de politique étrangère, les orientations sont souvent définies en opposition du gouvernement non populiste précédent. Dans le cas du premier mandat de Trump, il s'est fait fort de chercher à démanteler toute initiative diplomatique qui portait la signature de Barack Obama, que ça soit l'accord de Paris, enfin l'adhésion des États-Unis à l'accord de Paris sur le climat, l'accord sur le nucléaire iranien, et ainsi de suite. On sait aussi que en ce moment, ces velléités d'obtenir le prix Nobel de la paix sur l'Ukraine ou d'autres conflits vient du fait qu'il était très agacé que Barack Obama l'ait lui-même reçu, mais ça ne se limite pas au cas de la psychologie Trump. C'est une question en fait assez structurelle en fait de se construire contre les élites en se construisant contre leur politique étrangère. C'est également ce qui s'est passé en Pologne. Le gouvernement précédent était très pro-européen et très pro-allemand. Le gouvernement populiste polonais était très anti-allemand, très anti-européen. Et donc, on peut s'attendre, encore une fois, à ce que Trump suive un petit peu cette logique de faire le contraire de Joe Biden autant que possible, ce qui fait d'ailleurs que certains se rassurent qu'il n'abandonnera pas forcément l'Ukraine dès le premier jour, et c'est ce qu'il n'a pas fait, on le voit, justement parce qu'il a passé son temps à reprocher à Biden d'être faible sur l'Ukraine, et donc lui ne voudra pas apparaître comme faible. Donc, politisation de la politique étrangère dans le sens où on définit les orientations en opposition aux prédécesseurs, mais aussi politisation dans le sens où on utilise la politique étrangère pour attaquer, pour délégitimer ses adversaires politiques. Où là, la politique étrangère est vraiment un champ de bataille où on va vouloir faire apparaître ses adversaires comme n'ayant rien compris ou comme étant prêts en fait à vendre le pays, à être l'agent de l'étranger en fait. Juste pour revenir là-dessus, vous le disiez ce matin, je peux le dire dans une table ronde, c'est ça qui est très emmerdant pour les pays européens. Autant l'Ukraine c'est discutable, ils ont des griefs contre Joe Biden, etc. Autant les Européens tous avaient plutôt une bonne relation avec Joe Biden, donc ils sont tous très emmerdés puisque a priori il n'y a pas de pays avec lequel l'administration Biden était en froid que Donald Trump privilégierait, c'est au contraire tout le monde va y passer. Oui, c'est vrai que l'administration Biden a réussi en fait à donner l'impression à chaque pays européen qu'il avait des relations privilégiées avec cette administration. Donc aujourd'hui, les États européens cherchent plutôt à se rapprocher de Trump, ce qui veut dire se distancier de Biden, mais c'est assez difficile pour l'instant. Alors, du coup, il y a Et du coup, cette politisation, elle se manifeste quand même par le fait que, donc, l'objectif, c'est toujours la scène politique intérieure. C'est pas qu'ils s'en foutent, mais c'est que c'est très secondaire par rapport aux gains électoraux, en tout cas aux gains de popularité qu'ils peuvent en attendre sur le plan intérieur. Mais du coup, il y a quand même une utilisation de la politique internationale pour créer des crises. Parce que ça permet, en quelque sorte, de les résoudre. On crée des problèmes et du coup, on peut les résoudre. Et du coup, ça fait un gain en politique intérieure. Peu importe que la situation internationale soit, sur le long terme, plutôt dégradée par l'espèce de tour de manège qu'on a fait. Fondamentalement, si le tour de montagne russe qui s'est produit donne l'impression d'un dirigeant politique compétent, ça valait le coup. Absolument. En fait, le populisme ne se traduit pas en des idées claires et programmatiques en politique internationale. Il n'y a pas d'orientation qui est spécifique, voire même commune à tous les populistes. Ça c'est un peu peut-être contre-intuitif, parce qu'on a Trump, on a peut-être un programme potentiel du Rassemblement national. Enfin bon, on pourrait penser que c'est de l'isolationnisme. Non, pas du tout. Vous montrez très bien, il y a plein de populistes qui sont pas du tout isolationnistes, qui sont au contraire très multilatéralistes, qui sont même les populismes de droite, quoi. Il y en a plein qui sont au contraire hyper pour la coopération internationale, qui pour l'OTAN, qui pour l'UE, etc. C'est pas du tout aussi simple que ça, quoi. Absolument. Narendra Modi en Inde est un multilatéraliste à bien des égards. Hugo Chavez s'est impliqué dans des initiatives d'intégration régionale, donc il n'est pas forcément simplement souverainiste. La Pologne a lancé l'initiative des Trois mers pour rassembler les pays d'Europe centrale et orientale. Tous les populistes ne sont pas non plus pro-russes. Beaucoup, mais tous ne le sont pas. Giorgia Meloni en Italie suit vraiment la ligne de l'OTAN et de l'UE sur la Russie. Évidemment, droit justice en Pologne n'était pas pro-russe, même Andrzej Babiš en Tchéquie n'était pas pro-russe. Tous les partis populistes ne sont pas eurosceptiques. Si on pense aux Rolling Stones du populisme que sont Pim Fortuyn et Silvio Berlusconi, qui étaient plutôt pro-européens. Encore une fois, Andrzej Babiš en République tchèque, était
était plutôt pro-européen jusqu'à temps que l'Union européenne commence à mettre le nez dans ses comptes et la façon dont il a perçu certains fonds européens. Là, il a changé. Mais ça prouve que beaucoup de Rolling Stones, parce qu'ils sont très vieux, mais ils continuent à jouer leurs plus grands titres. Voilà. Alors Pim Fortuyn un peu moins parce qu'il est décédé le pauvre. Donc, Rolling Stone dans le sens, oui, un peu la référence en termes d'ancienneté et qui continue. Oui, c'est vrai. À jouer. Remarque que oui, Silvio Berlusconi n'est pas très en forme non plus. Mais je mentionnais le fait qu'il n'y ait pas en fait, il n'y a pas de politique étrangère populiste. Il n'y a pas de programme populiste en politique étrangère. Par contre, il y a une pratique politique populiste en politique intérieure qui se répercute sur la conduite de la politique étrangère, et c'est ce que vous mentionnez. Mais ce qui fait que le populiste, le leader populiste, va mettre au service de ses objectifs la politique étrangère, par exemple en essayant d'établir des amalgames, en associant les adversaires politiques internes à certains pays. En Pologne, le parti Droit et Justice constamment a représenté l'opposition interne comme étant l'agent de l'étranger de l'Allemagne, mais voire même les continuateurs de l'Allemagne nazie, mais au point de compliquer les relations avec l'Allemagne. D'autres populistes ont fait ça, d'essayer en fait de créer des amalgames entre les ennemis de l'intérieur avec les ennemis de l'extérieur. Et donc, par ce biais, vont affecter la politique étrangère, ou parfois même au point de mettre en danger leur propre sécurité. Lors de la dernière campagne électorale en Pologne, le ministre en fonction alors de la Défense a révélé les plans de défense du pays, de la Pologne, qui dataient de 2011. C'est les plans de contingence de l'OTAN, en disant, regardez, le gouvernement d'alors de Donald Tusk était prêt à laisser envahir la moitié de la Pologne par les forces russes. Mais on sait que pour des questions de topographie, les plaines polonaises comme les plaines baltes sont indéfendables, et les plans, en fait, sont faits de cette façon. Mais c'est-à-dire qu'il a, pour attaquer l'opposition interne, révélé des plans secrets qui ont été consultés par les Russes. Certes, ça datait de 2011, mais donc on est prêt, encore une fois, à sacrifier en fait la politique étrangère sur l'autel de la politique intérieure, dans une certaine mesure, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on va conduire à écorner l'image du pays sur la scène internationale, mais pas non plus sacrifier le pays complètement. Et là mais là où c'est captivant, c'est qu'ils sont capables d'utiliser les mêmes recettes en politique internationale, alors même que ça n'a aucun sens. Mais donc cette recette de nous le peuple contre eux les élites, ce qui fait que, puisque c'est ça la recette essentielle du populisme, c'est ça le ressort argumentatif et politique du populisme toujours. Mais du coup, on arrive à ce truc captivant de donc Donald Trump. Et l'absurdité, elle est déjà sur le plan domestique, mais donc un milliardaire, fils de milliardaire, copain avec des milliardaires, qui est le peuple, l'incarnation du peuple, et contre les élites, ok. Mais il réussit à le reproduire en faisant les États-Unis, le peuple, la victime, qui se fait avoir par les élites que sont les autres pays, alors qu'on parle quand même de la plus grande puissance du monde de très très loin. C'est-à-dire, il y a toujours c'est un logiciel, quoi, mais un logiciel qui a pas de limite, opposable par le réel, quoi. En fait, c'est effectivement parce que la texture ou la grammaire du discours populiste, par exemple, si on la compare au nationalisme, le nationalisme différencie le nous contre eux sur une base horizontale. Le nous, c'est notre nation, eux, c'est les nations d'à côté. L'architecture du discours populiste est plutôt verticale, c'est-à-dire le nous, les laisser pour compte le peuple vers le bas, et eux, le pouvoir, les élites, le régime, ils sont en haut en fait de cette pyramide verticale. Et ce qui se passe, c'est que cette logique du nous contre eux verticale, les leaders populistes la transfèrent au niveau international. Et donc c'est pour ça effectivement que Donald Trump représente les États-Unis comme les laissés pour compte de la mondialisation. Ce qui peut paraître étonnant quand on pense à la façon dont cette mondialisation économique a été mise en place. C'est pour ça qu'il décrit les autres pays comme prenant avantage des États-Unis, puisque en fait, il cherche à victimiser les États-Unis sur la scène internationale. Pareil pour d'autres pays en Europe, qui en fait, leaders populistes ont tendance à représenter la politique européenne avec l'Allemagne, la France, l'Union européenne comme
cette élite qui prive les nations, par exemple la Pologne ou la Hongrie, de leurs droits légitimes, et donc qu'il faut se relever d'à genoux, comme le disait le programme de politique du Parti droit et justice. Il faut renverser cette hiérarchie. Mais c'est encore une fois un narratif, une structure de discours qui est pensée pour la politique intérieure, et donc qui, au niveau international, peut donner des choses un peu contre-intuitives, comme le cas mentionné de Trump et des États-Unis victimes de la globalisation. Et ensuite, est-ce que parfois ça dérape jusqu'à faire des trucs dramatiques? Les trucs dramatiques, disons-le, c'est la guerre, quoi. C'est-à-dire, est-ce que cette approche confrontationnelle, nous contre eux, etc., dans quelle mesure est-ce que ça se Est-ce que c'est ce qu'on dit avec Trump? De toute façon, il raconte des conneries, d'accord, mais bon, ça ne devient jamais réel. Alors ça, on en reparlera sans doute. Mais on le dit on le pense à la lumière du premier mandat Trump. Qu'est-ce qu'on peut en dire, d'ailleurs, si c'est documenté, sur est-ce que parfois ça devient réel? C'est-à-dire, est-ce que parfois les populistes, est-ce qu'ils ont plus, moins, ou pareil, tendance à s'engager dans des opérations militaires, puisque, vous l'avez dit, ils ont par ailleurs des relations variables à la chose militaire et aux militaires eux-mêmes, quoi. Alors, il commence à avoir des études là-dessus. Il n'y a pas encore de résultats concluants. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, le style populiste n'est pas porté au compromis. Et donc, ce n'est pas forcément qu'ils vont créer des conflits militaires d'eux-mêmes, mais une fois que ce conflit est en cours, ils auront plutôt dans l'escalade que dans la désescalade. Justement parce que on sait que utiliser la politique étrangère pour attaquer ses ennemis intérieurs, en fait, amène en général à prendre plus de risques et à aller dans l'escalade, dans les conflits. Les études qui montrent justement une tendance un peu à l'escalade des populistes au pouvoir se concentrent notamment sur le cas d'Israël et de Netanyahou. Alors, il y a évidemment d'autres raisons et d'autres ressorts de cette action, mais c'est en général ce qui est mentionné. Mais j'aimerais quand même souligner le fait que on s'interroge ici sur les effets du populisme en politique étrangère, mais il ne faut pas non plus donner l'impression que ça mène à une révolution totale, un changement de cap ou forcément à sacrifier encore une fois les États. C'est des effets plutôt à la marge, et donc pour répondre concrètement à votre question, il n'y a pas de propension à appuyer sur la gâchette dès qu'ils arrivent au pouvoir. Il y a quand même encore des garde-fous et très peu en fait de conflits qui ont été lancés, enfin, qui ont été déclenchés par des populistes, ou en tout cas par des acteurs qui sont mais après, c'est là aussi que c'est difficile à distinguer, parce qu'il y a des populismes qui sont aussi des nationalismes, et le nationalisme, lui, peut évidemment avoir plutôt tendance, enfin, même si j'imagine qu'il faudrait faire des études pour voir si c'est vraiment le cas, mais en tout cas, on peut le supposer assez tranquillement, a plutôt tendance à la confrontation avec d'autres nations. Donc, le fait que parfois c'est les mêmes et parfois c'est pas les mêmes fait que ça peut être difficile de distinguer s'il y a quelque chose de proprement populiste dans tout ça, quoi. Absolument. À partir du moment où on s'accorde sur le fait que le populisme est quelque chose que l'on fait plutôt que l'on est, on peut se mettre d'accord sur le fait que certains acteurs qui ne sont pas populistes, puisqu'ils sont autoritaires par exemple, peuvent avoir recours au style populiste. Et Vladimir Poutine est un exemple. C'est-à-dire que je le catégoriserai pas comme populiste, parce que le populisme est quand même plutôt un phénomène des démocraties libérales, ce que n'est pas la Russie. Mais en revanche, dans certaines de son incarnation du peuple, toutes ces photos où il fait de l'ours ou de l'éléphant, enfin de tous les animaux possibles torse nu. Je crois pas que celle où il chevauche un ours, elle soit authentique. Ouais, non, c'est une boutade, mais en tout cas, cette mise en scène et certaines de ces incarnations sont. Mais en tout cas, ce qui est vrai aussi, je pense que à partir du moment où le populisme est un discours d'altérité, où on va essayer de créer des ennemis, encore une fois, en termes de conflit, ça va pas être de nature à amener à une désescalade. Et enfin, peut-être, dernière question vraiment là-dessus, c'est est-ce qu'ils ont tendance à nouer des liens entre eux? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut parler d'une internationale populiste? Ça, c'est amusant parce que c'est légèrement paradoxal pour des partis qui sont souvent quand même ancrés très à droite de les remettre sur le modèle de l'internationale socialiste. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a des solidarités? Alors, on sait qu'il y a évidemment un grand pouvoir d'inspiration, notamment de Trump sur un certain nombre de dirigeants, mais au-delà de ça, est-ce que ça se traduit vraiment dans le réel?
Bon, on peut dire, ça a été quand même, c'est une grosse rumeur quand même que là, Trump et les Trumpiens chercheraient à favoriser un certain nombre de mouvements populistes en Europe. Il reste à savoir s'ils peuvent le faire et si oui, qui. Mais en tout cas, sur, disons, le corpus qu'on a déjà sur les quelques années, voire quelques décennies passées, est-ce qu'on voit se mettre en place ce genre de solidarité internationale ou est-ce que c'est, puisque c'est toujours nous contre eux, il y a quand même des limites à la solidarité, quoi? Alors, celui qui a essayé notamment en Europe, c'est Viktor Orban, depuis des années, avec assez peu de réussite en fait, pour un certain nombre de raisons, parce que c'est vrai que ce sont quand même aussi des souverainistes, ces acteurs, et donc c'est pas forcément des gens qui sont portés sur les alliances, ou en tout cas respecter les alliances. On voit ce que Donald Trump fait des alliances. Au-delà de ça, assez vite, il y a eu des... Mais c'est ça qui les fait bugger d'ailleurs, c'est ça le problème des populistes, enfin, Orban ou d'autres, oui, donc on aime bien le style, mais par contre, ce que ça veut dire pour nous, on n'aime pas trop, quoi. Voilà, et surtout, en plus, vous avez parlé de diversité des acteurs populistes, c'est-à-dire que le concept d'idéologie fine, pourquoi il a été proposé? En fait, pour souligner que le populisme n'a une morphologie vraiment restreinte en termes d'idéologie, n'a pas de concepts spécifiques, de vision, de programme. C'est un peu, l'exemple que je donne, c'est un peu comme un canevas ou un coloriage qui a une représentation assez vague de la politique. Mais après, ce qui va compter, c'est l'idéologie épaisse. Et donc, la droite radicale, extrême droite ou extrême gauche, qui va venir en fait colorier ces cases et qui va orienter véritablement la politique de ces acteurs dans un sens ou dans l'autre. Et donc, par exemple, quand Viktor Orban a essayé de réunir les leaders européens, ça a coincé quand il a voulu réunir, par exemple, Marine Le Pen et Jarosław Kaczynski de Pologne, puisqu'ils ont assez vite réalisé qu'ils n'avaient pas du tout la même position sur la Russie. Et donc, le Parti droit et justice a refusé finalement de rentrer dans un type d'alliance avec le Rassemblement national. Ça, c'est très marrant parce qu'ils sont tous en moi contre les autres. Enfin, on sait que c'est aussi l'inimitié entre Marine Le Pen et Giorgia Meloni, parce qu'elles jouent un peu sur le même tableau, elles peuvent pas se blairer, comme ça arrive parfois à des gens qui aiment pas rencontrer des gens qui leur ressemblent un peu. Enfin, ça... Oui, narcissisme des différences mineures. Encore que justement, Meloni, c'est intéressant que vous en parliez, c'est peut-être celle qui, pour l'instant, a le mieux réussi en Europe, à essayer de fédérer un petit peu certaines forces de la droite radicale. Mais justement, parce qu'elle arrive à jouer sur tous les tableaux. Elle a une relation très proche avec von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Et surtout, en fait, ce qui est intéressant avec Meloni, c'est que elle est l'incarnation de ce qu'on disait au départ, dans le sens où elle n'a pas une politique étrangère qui est contestataire, qui est anti-mainstream. Plutôt, elle a donné elle a privilégié la politique intérieure. Et donc, pour pouvoir faire ce qu'elle voulait en politique intérieure, notamment sur la question des migrations, des questions de genre et ainsi de suite, elle a adopté sur l'Ukraine, sur la Russie, sur l'OTAN, sur les États-Unis, des positions beaucoup plus consensuelles. Et donc, en fait, c'est les moins populistes qui arrivent le mieux peut-être à fédérer ces acteurs. Mais parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le but, c'est la politique intérieure. Donc, s'ils identifient, je crois que c'était le cas aussi en Pologne, que leur truc c'est les LGBT, le genre, le féminisme, etc., et qu'ils peuvent s'en servir comme facteur clivant en politique internationale et passer sur tout le reste si ils pensent que c'est ça qui fait le plus réagir leur électorat, quoi. Oui, et c'est là-dessus qu'ils se retrouvent, en fait. Et donc, par exemple, les seuls vétos que véritablement le gouvernement de droite radicale populiste polonais a mis à Bruxelles n'étaient pas sur la question de politique étrangère. C'était sur la définition de la notion de genre, sur des questions de cyberdiplomatie, encore une fois liées au genre, donc des questions plutôt sociétales. Et c'est là où ils se sont rapprochés, par exemple, avec la Hongrie de Viktor Orban, ou à l'époque Miloš Zeman en République tchèque. C'était plus sur la question des migrations, donc sur les questions de politique intérieure. Tant que c'est convergent, ça va, mais c'est pas quelque chose qui les amène à voir les choses de la même manière sur les questions internationales, puisqu'effectivement le but c'est la politique intérieure. Mais là, on arrive quand même à quelque chose un peu différent avec Trump, avec Musk, dans le sens où c'est plus de l'alliance, c'est plus de l'ingérence en fait, ce qui semble arriver du côté de Musk. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un ministre, bon, c'est pas vraiment un poste de ministre, mais quelque chose d'assez mal défini, qui publie dans la presse allemande une tribune qui appelle à voter pour l'AfD, c'est vraiment actionner un levier idéologique. Parce qu'encore une fois, le vrai substrat idéologique des acteurs et leaders populistes n'est pas populiste.
L'idéologie épaisse, c'est la droite radicale. Et donc, vraiment, ce qui va amener ces acteurs à faire certains choix politiques, ça sera plutôt cette idéologie épaisse qui les anime. Alors peut-être pour finir, je vous ai demandé de choisir, puisqu'il s'agit un peu de Donald Trump, deux, ou peut-être que vous voudrez faire plus, mais deux aspects typiques, enfin deux manières par lesquelles Trump est un vrai populiste. Je l'ai dit, c'est pas non plus très étonnant parce qu'on a un peu fait la définition à partir de lui aussi. Et puis au contraire, deux aspects qui sont assez profondément originaux, en tout cas où il suit pas tout à fait le moule, le calque de ce qu'on voit ailleurs. Alors c'est vrai que Donald Trump a permis un renouveau des études sur le populisme. On lui en est très reconnaissant d'avoir été à nouveau élu, en tout cas de ce point de vue. Mais en vérité, la notion remonte encore plus loin, remonte à la fin du 19e siècle et des mouvements en Russie et aux États-Unis. Et surtout, il y a plein d'expériences de gouvernance populiste en Amérique latine, notamment dans les années 60. Donald Trump, je pense, illustre deux points dont nous avons discuté. Le premier point sur la politisation de la politique étrangère américaine. C'est-à-dire que ce qui vraiment semble dicter ou ses inclinations en politique étrangère, c'est des vengeances personnelles, des obsessions par rapport à l'administration Biden, des intérêts, c'est de faire le contraire de l'administration Biden, de mettre au pas les structures telles qu'on en a parlé. Donc cette politisation en cours a l'air assez vraiment évidente en ce moment, on en prend le chemin. Ce qui d'ailleurs pour les Européens veut dire que si on veut influer la politique étrangère américaine, il faut passer par la politique intérieure. Il faudra qu'on trouve des moyens de ce point de vue-là. C'est-à-dire que Trump va faire des choix de politique étrangère en fonction de la façon dont il pourra en faire du marketing politique à l'interne. Et donc sur l'Ukraine, il veut un deal. Mais à mon avis, il n'a pas vraiment de souhait précis sur la nature de ce deal. Et c'est typiquement le Groenland ou le Canada, c'était à toi, c'est à moi, donc c'est une victoire in fine. On voit assez bien pourquoi, même si on a fait une émission il n'y a pas longtemps, mais ça n'a aucun sens, parce qu'ils peuvent déjà faire ce qu'ils veulent au Groenland globalement, mais en tout cas, le sens, c'est que c'est une victoire facile, quoi. Voilà, c'est ça, c'est de la posture, c'est de se représenter d'une certaine façon. L'autre chose qui est à mon avis assez trumpien, enfin assez populiste chez Trump, c'est cette tendance à redéfinir en fait les identités en relations internationales, redéfinir les images de soi et des autres en politique internationale. Il a parlé dans son discours d'investiture de révolution du sens commun, ce qui d'ailleurs entre nous est un slogan de Matteo Salvini à la base. Donc on voit la continuité entre ces expériences. Mais il l'a dit dans le sens de révolution du bon sens. Le style populiste souligne qu'on va remettre la politique étrangère dans la bonne direction en s'appuyant sur le bon sens. La terre ne ment pas, enfin ce genre de choses, quoi. Pardon ? La terre ne ment pas, ce genre de choses, quoi. Voilà. Le pétainisme était aussi un populisme. Voilà, exactement. Le bon sens, le sens, la clarté dans la vision. Mais moi, je pense qu'il faut plutôt comprendre le sens commun au sens gramscien du terme. C'est-à-dire qu'il redéfinisse les structures de signification dans laquelle est formée la politique étrangère. Il redéfinissent les identités. En Pologne, l'Union européenne était redéfinie d'opportunité à menace sous les populistes. Même l'identité polonaise était parfois redéfinie comme étant un peu plus orientale, à l'opposé de la dynamique de retour à l'Europe. Et donc Donald Trump va redéfinir les catégories Amérique. Il va redéfinir le nom des golfs déjà. Mais au-delà de ça, il va redéfinir la catégorie de la relation transatlantique appliquée au nous contre eux. Et donc la difficulté pour les Européens sera de pouvoir mettre à jour leur logiciel atlantiste et d'essayer de voir comment il va redéfinir l'identité américaine. Donc voilà, redéfinition des identités en relations internationales, politisation de la politique étrangère, à mon avis, sont deux biais par lesquels on peut faire un lien entre les expériences populistes européennes et ce qui peut nous attendre sur Trump. Ensuite, quant à ses spécificités, en termes d'idiosyncrasie spécifiquement Trump, je pense que la première, c'est qu'il a quand même aussi un côté très culture du spectacle américaine. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui vit la télévision, qui aime la télévision, qui vit par et pour la télévision. Et il me fait vraiment penser parfois à ses discours avant les matchs de catch.
où c'était comme ça qu'il faisait ses campagnes électorales en disant Hillary Clinton, elle fait que parler, mais elle n'agit pas. Et il rentre un petit peu il y a une culture vraiment un peu du spectacle. Mais le catch n'est pas pour rien dans l'ascension politique de Donald Trump, puisqu'on peut signaler que Donald Trump a beaucoup passé à la WWF, qui est devenue la WWE, qui est la fédération essentielle de catch, que Linda McMahon, donc la femme de Vince McMahon, qui était le patron de cette ligue, était sa patronne des petites entreprises, enfin la secrétaire pour les petites entreprises dans son premier mandat, et là était celle qui s'occupait de la transition pour le deuxième mandat. Et donc, et on peut légitimement argumenter que le rapport de Trump à la télé, qui a évidemment provoqué son ascension politique, a cette case essentielle du catch en plein milieu, puisque à bien des égards, il est toujours le catcheur qu'il a été, c'est-à-dire à insulter les gens, à faire semblant de les frapper, etc. Enfin, on peut Donald Trump comme catcheur n'est pas une mauvaise appréhension de ce qu'il fait en politique, quoi. Et si le match est un peu truqué, ça le dérange pas. J'espère qu'on révèle rien de particulier sur le catch, mais le côté effectivement d'haranguer les foules sans vraiment que ça porte à conséquence, simplement pour apparaître effectivement le plus costaud, c'est dans le style, c'est ça. Mais effectivement, dans les nominations, comme vous venez de l'expliquer, c'est aussi aller jusque là. Donc, il y a un côté. Par ailleurs, tout le propos du catch étant que la seule chose qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte. Voilà. La seule chose qui compte, c'est l'histoire qu'on raconte, avec un bon, un méchant et une résolution à la fin qui est jouissive pour le public. Et c'est exactement ce qu'on voit. Oui, absolument. C'est vraiment susciter l'enthousiasme du public. Enfin, c'est comme ça que Trump voit effectivement la politique. Donc, première spécificité. Deuxième spécificité. Parce que ça, les autres populistes n'ont pas plus que ça. Ah si. Le rapport à la télévision, il est chez beaucoup de populistes. Berlusconi, Zelensky, le président d'Ukraine, avant la guerre, il était considéré en fait comme un leader populiste. Et vous savez qu'il a commencé dans une série. Donc, en fait, le rapport aux médias sociaux est fondamental et aux médias en général parce que il faut cultiver un lien direct et immédiat avec la base. D'où l'utilisation de X Twitter par Trump, de TikTok par Jordan Bardella, ou d'où la plateforme numérique mise en place par le mouvement 5 étoiles qui en fait demandait à tout un chacun de se prononcer sur des décisions politiques ou sur des nominations. Et donc, où l'émission de radio dominicale de Hugo Chavez, et donc les médias sont assez fondamentaux. Et la culture du spectacle, non, c'est vrai que c'est encore une fois un peu consubstantiel au style populiste où il s'agit de casser la baraque, de pas être le technocrate froid et compassé, mais plutôt d'envoyer du pâté, si je peux m'exprimer. Mais lui, il le pousse particulièrement. Oui, c'est-à-dire qu'il a une longueur d'avance quand même dans cette compétition. La deuxième spécificité, c'est quand même qu'il est à la tête de la première puissance mondiale. Et donc, forcément, les anticipations sont peut-être un peu plus inquiétantes. Ça peut porter davantage à conséquence la façon dont il va gérer la politique étrangère. Et il y a des spécificités, évidemment, aussi dans la structure politique américaine. Le Congrès est beaucoup plus puissant que dans beaucoup d'autres parlements nationaux où des populistes ont été au pouvoir. Il y a aussi une spécificité en termes d'outils militaires. Et donc là, c'est plus un risque en termes de conséquences et de moyens mis au service de cette pratique populiste en politique étrangère. Je me permets d'en rajouter mais parce que ça a été cité ce matin mais c'est le côté businessman, c'est le fait qu'il ait l'habitude de faire des affaires, ce qui n'est pas le cas de tous les populistes, même si ça a été le cas Berlusconi de manière fameuse. Andrzej Babis aussi. Ouais. Voilà, mais là il y a vraiment un truc de faire du pognon même personnellement, ce qui n'est pas c'est le truc qu'il disait il y a pas si longtemps sur Gaza, de dire on va construire des super apparts à Gaza, et donc c'est vraiment une histoire de faire du pognon personnellement, de faire des affaires, ce qui est, ou de vendre les armes à l'Ukraine, c'est l'idée qu'il faut que ça ramène de l'argent, ce qui est encore totale contradiction avec le fait que nous, on est le peuple, on est les petits, etc., on n'est pas les gros. Il s'agit de faire des milliards de dollars. Il l'a encore fait il y a quelques jours avec son Trump Coin, où quelqu'un lui disait que ça lui avait rapporté des milliards, et il disait « Ah ouais, c'est bien, mais c'est pas beaucoup par rapport à d'autres. » Il y a quand même cette particularité de faire du pognon qui, mine de rien, influence manifestement un levier pour sa politique internationale. Ce qui m'amène d'ailleurs à poser peut-être la dernière question, qui est
Comment on fait avec un populiste comme ça ? C'est-à-dire si l'histoire et les cas d'études passées sont un guide, en tout cas une aide pour penser ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on réagit ? Est-ce qu'on laisse passer l'orage ? Puisque après tout, ça se nourrit. Nous contre eux, ça se nourrit aussi de l'opposition. Donc s'il n'y a pas d'opposition, s'il n'y a personne pour le clasher, peut-être que ça perd quelque chose. Ou peut-être qu'au contraire, c'est ce qu'on a vu il n'y a pas longtemps en Colombie. Un président, au sujet des expulsions de migrants, un président qui gueule très fort contre Trump et qui ensuite lâche. Du coup, il a l'impression de gagner alors qu'en fait, il n'a pas gagné grand-chose. Voilà, en quelque sorte, c'est quoi les attitudes, si on peut le savoir, qui ont marché en tout cas avec des dirigeants populistes ? Alors, dans le cas de Trump, effectivement, il faut se rappeler qu'il est populiste, mais il n'est pas que populiste. Et donc, l'aspect businessman de vouloir faire de l'argent que vous évoquez, probablement appellera un autre type d'approche et de stratégie sur, par exemple, les déficits commerciaux et ainsi de suite. C'est ce qui l'obsède. Mais sur comment gérer un populiste, alors, il faut prendre en compte ce qu'on a dit, c'est-à-dire garder en tête que beaucoup des algarades des leaders populistes vont être en fait à destination de la scène intérieure. Donc, il faut surtout pas surréagir. Ne pas prendre au mot tout ce qui est dit, notamment vu que le contraire peut être dit le lendemain. En revanche, l'autre peut-être leçon, c'est que la question de la politique intérieure est fondamentale. Donc, trouver des alliés en politique intérieure américaine, puisque c'est ça qui va compter. Donc, plutôt, à mon avis, passer par là. Et peut-être... Troisième idée, c'est attendre des négociations derrière porte fermée. Encore une fois, ce qu'on a pu constater dans le cas du parti Droit et Justice en Pologne, c'est qu'il y avait ce que j'ai pu apprendre en discutant avec des conseillers politique étrangère, à la fois d'ailleurs du PiS ou d'autres, de Droit et Justice ou d'autres partis, c'est que autant il y avait des provocations, de la confrontation en public, autant quand il s'agissait de négocier derrière porte fermée, le gouvernement de droit et justice était beaucoup moins dur et beaucoup plus porté à la négociation. Donc en fait, il s'agit de trouver de façon de faire de la diplomatie dans une époque où il y a une plus grande polarisation politique et de trouver d'autres biais peut-être que la diplomatie classique. Merci beaucoup David Cadier. Merci à vous. Je vais signaler, vous préparez un bouquin sur le sujet, mais il n'est pas encore sorti, donc évidemment on en parlera quand il sortira, mais vous avez déjà publié de nombreux articles sur la question que je mettrai en référence dans la description de l'épisode. C'était donc Le Collimateur, un podcast produit par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio. Comme toujours, si vous avez aimé cet épisode, notez-le, commentez-le sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify ou sur les réseaux sociaux. Alors, ça aide à diffuser le podcast, en plus d'avoir des retours et des compléments et des conversations intéressantes. Et c'est tout l'intérêt de l'exercice. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.